Alors, bienvenue à tous au premier atelier virtuel, qui est un projet pilote, bien sûr, qui va se bonifier avec le temps, qui consiste à rendre accessible le contenu des ateliers dans des circonstances bien particulières. Par exemple, lors de vacances d'employés, de conseils d'administration ou de congés ponctuels. Bref, le but ultime, c'est de transmettre les savoirs, de fournir des outils aux participants, même lorsque les ateliers ne sont pas à l'affiche au calendrier. Alors, pour le projet pilote, le sujet qui est abordé aujourd'hui, c'est l'anxiété. Un atelier qui a lieu d'habitude tous les mardis à 19h. Alors, laissons le temps à tous d'intégrer la séance. Je vous rappelle que ce n'est pas une diffusion en direct, mais une vidéo préenregistrée. Je vous invite tout au long de la vidéo, bien sûr, à laisser des commentaires sur les choses qui vous interpellent. Bien sûr, ces commentaires-là ne seront pas répondus en temps réel. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, des précisions que vous aimeriez obtenir, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on parle d'un aspect bien particulier de l'anxiété, qui est le fait de répondre à la question suivante. C'est quoi le pire qui peut arriver? Personnellement, l'anxiété, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de rationaliser énormément, de refouler à l'intérieur de moi, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je ne voulais pas ressentir, quelque chose que je détestais ressentir et que je savais pas réaliste, que je savais non concluant, non efficace et pas avantageux pour moi. Mais comme je me plais à dire souvent, l'anxiété, elle n'en a rien à cirer de ce que vous pensez d'elle. Elle a quelque chose à vous raconter, elle a quelque chose à vous dire et elle est ressentie pour une raison ou des raisons particulières. Donc, en se posant la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est clair que notre cerveau peut nous mener à élaborer des scénarios plus fous l'un que l'autre. Le danger d'utiliser cette stratégie-là sans nécessairement comprendre le but, c'est justement de se croire, d'en venir à la conclusion que ce qu'on se raconte comme scénario va arriver. Ce n'est pas le but de l'exercice, loin de là. Au contraire, le but, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se trouve en dessous de ce qu'on peut appeler la peur de surface. Parce que la peur de surface, elle camoufle bien des choses. Il y a ce qu'on appelle la peur de surface et la peur de fond. Imaginez donc un entonnoir qui vous amène vers ce qui est plus susceptible d'être votre peur de fond. C'est le but de l'exercice et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, prenons en considération les pièges dans lesquels nombreux d'entre nous tombons lorsqu'on met en place des mécanismes de défense ou des mécanismes de fuite. Et un de ces mécanismes-là que je connais très bien, pourquoi? Parce que je l'ai appliqué trop souvent, qui est parfois, je pourrais le dire, qui est parfois confondu avec se ramener à la réalité ou relativiser les choses, c'est la rationalisation. Bien, j'ai ici quelques exemples de tendances qu'on a de se convaincre de quelque chose pour ne pas ressentir de l'anxiété. Voici un exemple concret, dans la peur de l'échec. On peut se dire, ben, anyway, j'ai pas vraiment besoin de changer de job, je suis bien où ce que je suis. Est-ce que c'est la réalité? Ça se peut que oui. Mais ça peut être également une stratégie qu'on met en place pour se raconter l'histoire qui nous amène vers, ben, j'ai pas besoin de faire face au changement. Comprenez-vous la différence entre la réalité, c'est que je ne suis pas bien au travail et c'est difficile de changer de travail, donc ça peut être une situation qui m'amène à vivre l'anxiété. Or, pour éviter justement de vivre cette anxiété-là, je peux me raconter une histoire en me disant que finalement, je n'ai pas tant besoin d'agir. Donc, ça ressemble également à de la fuite. Essayez de réfléchir à une situation où vous vous êtes convaincu vous-même de quelque chose alors que vous saviez au plus profond de vous que ce n'était pas le reflet de la réalité. Ou quelque chose que dont vous avez pris conscience avec le recul. Parce que bien sûr, au moment où c'est arrivé, le tout pouvait être bien inconscient. Réfléchissez à ça. Je vais faire de même. Donc, par exemple, dans l'exemple que moi je vous donnais,
J'ai ici écrit « Je n'ai pas vraiment besoin de postuler à ce nouvel emploi, mon poste est suffisant ». Alors qu'en réalité, j'ai trop peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir dans un environnement inconnu, puis je justifie le fait que je ne fais rien de cette manière-là. Ça ressemble un peu aussi aux conseils qu'on reçoit d'amis qui sont peut-être bien intentionnés, mais qui ne sont pas très bienveillants. Une autre forme de rationalisation, c'est cette tendance-là qu'on a à se dire « calme-toi, c'est pas si pire que ça ». 10 de perdu, 1 de retrouvé. C'est des phrases un peu toutes faites, qui sont supposées être apaisantes, mais qui, si vous avez un cerveau moindrement anxieux, ont l'effet contraire. Pourtant, c'est quelque chose que nous-mêmes nous infligeons comme traitement de temps à autre. Ah, capote pas avec ça. Ah, tu capotes pour rien. Ce genre de choses-là. Si ça l'aidait vraiment les gens de se raconter ça, il n'y aurait pas de problématique d'anxiété dans la société. D'accord? Alors, essayez de prendre conscience. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous ressemble? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Faites juste regarder. Autre exemple. J'ai envie de sortir ce soir, mais je vis de l'anxiété à l'idée de vivre une situation sociale. Alors, je peux me convaincre que je ne vais pas à cette soirée-là, mais oui, j'ai besoin de repos, il faut que j'étudie, je suis fatigué. Alors, la réalité, c'est quoi? Je suis pas... la véritable peur, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que la véritable peur, c'est celle de ne pas être accepté ou de ne pas se sentir inclus dans les groupes, de ne pas être populaire ou de faire rire de soi, ce genre de choses-là, qui nous amène à se raconter une histoire avec laquelle on est plus à l'aise pour justement éviter de ressentir quelque chose de désagréable. On peut aussi se dire que les choses sont trop compliquées, que de toute façon, ça ne donne rien. Toutes des manières, justement, qui nous ramènent constamment à la même chose. L'immobilisme, le fait de ne rien faire. Ou bien sûr, l'évitement. Et l'évitement, c'est quelque chose qui est très associé à l'anxiété. Et c'est pourtant la pire chose à faire. La pire. On me demande souvent comment je fais pour affronter ma peur. La meilleure solution, c'est de l'affronter. Si j'ai peur des araignées, la solution, c'est de m'exposer à une araignée et de réaliser qu'il n'y en a pas de danger. Et on va y revenir justement à la notion de danger qui est trop souvent fait partie de notre narrative alors que le danger n'est pas réel, il est perçu. Donc l'évitement, c'est la tendance qu'on a de fuir les situations qui sont anxiogènes. Et tout ce que ça fait dans notre cerveau, ça renforce vraiment l'expérience. Tout ce que ça fait dans notre cerveau, c'est que ça renforce le danger qu'on perçoit. Donc, si j'ai un exposé oral à faire et que j'évite de faire cet exposé-là parce que je dis à ma mère que je suis malade, histoire vraie, eh bien, ce que je dis à mon cerveau, c'est « tu as raison, il y a danger » et je crée une forme de marque dans mon cerveau. Une marque indélébile qui est très difficile à effacer par la suite. La marque, qu'est-ce qu'elle dit? C'est « cette situation-là est dangereuse, évite-la ». Ce qui fait que toutes les fois où je vais être confronté à ce genre de situation-là, le réflexe va revenir et va être le même. Attention, danger. D'où la nécessité de faire face aux choses. Bien sûr, c'est un défi. La première étape, c'est de te rendre compte justement qu'on évite ou qu'on rationalise. Et bien sûr, une autre stratégie qu'on met en place bien avant de justement d'en venir à la peur de surface, la peur de fond, c'est le refoulement. J'ai été longtemps à me dire non, je ne ressens pas ce que je ressens ou je ne devrais pas ressentir ce que je ressens ou d'être fâché de ressentir ce que je ressentais par rapport à l'anxiété. Donc, c'est cette tendance-là qu'on a de prendre l'émotion et de la refouler. On repart d'où tu viens. Tu n'es pas la bienvenue ici. Et comme je vous disais tantôt, l'anxiété, elle n'en a rien à cirer. Elle est là pour rester. Que vous l'accueilliez avec bienveillance ou que vous la refouliez avec violence et dénigrement, eh bien, elle va persister. Moi, j'aime bien dire que une émotion, c'est comme un huissier. Vous n'êtes peut-être pas contente de la voir ou de le voir, il va quand même finir par vous transmettre l'information qu'il a besoin de vous remettre. Alors, une des stratégies, bien sûr, qu'on peut mettre en place, c'est l'accueil, c'est l'acceptation, qui est tout autre principe qu'on ne va pas nécessairement aborder beaucoup, mais rappelez-vous que l'accueil, c'est le simple fait de dire « mon émotion est présente et elle a quelque chose à me dire. Ça ne fait pas mon affaire, j'haïs ça, c'est inconfortable, cependant, je peux lui faire une place pour qu'elle puisse... faut que je l'écoute. Je gagne vraiment à l'écouter, puis l'écoute, c'est un petit peu une forme d'accueil.
Donc, c'est l'équivalent de faire rentrer votre pire ennemi dans la pièce, mais quand même écouter ce qu'il a à vous dire. Et je ne suis pas en train de dire que l'anxiété est votre pire ennemi, bien au contraire. C'est peut-être même votre meilleur ami. Ce sera une discussion pour une autre fois. Elle est là pour vous protéger. Hein? Donc, on a tout intérêt à l'accueillir et de l'écouter. Alors, le refoulement, c'est quelque chose qui est humain, quelque chose qui est bien ancré à l'intérieur de nous à titre d'être humain. Alors, le but numéro 1, c'est de s'en rendre compte. D'accord? Je vous souhaite pas que vous vous rendiez compte de quelque chose ce soir et que vous vous tapiez sa tête de ça. Au contraire, vous gagnez vraiment, vous avez tout intérêt à vous dire, bon, ben, j'accueille le fait que moi, c'est difficile d'accueillir mon anxiété. J'accueille le fait que j'ai tendance à rationaliser. D'ailleurs, je vous demandais ça tantôt, probablement un exemple qui vous vient à l'esprit. Alors, réfléchissez là, par rapport au contenu qu'on a abordé dans les 3 dernières minutes. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mécanismes-là? Si oui, essayez de prendre des notes. Juste des mises en situation parce ces mises en situation-là vont vous servir plus tard. Donc, on revient. Essentiellement, il y a la rationalisation, l'évitement, le refoulement, qui sont 3 éléments assez prenants et assez présents dans la problématique d'anxiété qu'on gagne. La première étape, c'est de se rendre compte qu'on est dans cet état d'esprit-là, qu'il s'agit de mécanismes qu'on met en place, les accueillir le plus possible pour justement en venir à « OK, là, je passe à la prochaine étape. Je vis de l'anxiété, je rentre en contact avec elle, j'essaye pas de me raconter des histoires, je travaille avec la réalité. Si jamais que je suis perdu, je peux enfin retrouver mon chemin. Tant aussi longtemps que je me raconte l'histoire que je ne suis pas perdu, c'est clair qu'à moins d'une énorme chance, je ne reviendrai pas sur le droit chemin. Donc, à garder à l'esprit. Je vous parlais de la notion de danger tantôt. Le danger, c'est quelque chose qui est utilisé malheureusement à outrance et dans les contextes qui ne s'y prêtent pas. Je m'explique. C'est beaucoup associé à « j'ai peur que »,« j'ai peur de ». Et 95% de nos peurs ne sont pas rationnelles, ne sont pas basées sur des dangers qui sont réels et qui sont tangibles. Sonia Lupien, qui est une sommité en stress et qui fait une belle distinction entre le stress et l'anxiété, dit que le stress, c'est le fait d'avoir peur du lion qui est devant nous et l'anxiété, c'est d'avoir peur du lion qu'on pense voir. Il n'y en a pas. Alors, c'est important de relativiser un petit peu le danger qui est devant nous. Pas en se racontant encore une fois l'histoire que « ah, c'est pas grave ». Parce que là, on tomberait dans une autre stratégie. C'est plus, j'admets ou je constate que le danger que je perçois n'est pas réel au fond de moi. Parce que la peur ne peut pas exister sans danger. Parce qu'on pourrait dire que l'anxiété, c'est une combinaison de peur et d'impuissance. Alors, si j'en viens à la conclusion, en faisant la stratégie qu'on va mettre en place tantôt, qu'il n'y a pas nécessairement source de peur et qu'il n'y a pas non plus de source d'impuissance, parce que j'ai agi à certains égards, j'ai mis l'effort sur les choses que je peux contrôler, etc., etc. Eh bien, l'anxiété, est-ce qu'elle va survivre dans ces conditions-là? La réponse, c'est non. En théorie, bien évidemment. Alors, revenons à la notion de danger. Par exemple, pensons à l'école, à l'aspect éducation. La personne peut avoir peur d'échouer un examen, peut craindre littéralement un examen. Or, l'examen, là, c'est un bout de papier, il ne vous a rien fait. C'est vraiment tous les scénarios qu'on se fait qui vont suivre l'échec présumé, qui nous amènent à percevoir une catastrophe. Alors que dans les faits, est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce qu'il y a danger? Est-ce qu'il y a atteinte à la vie possible? La réponse, c'est non. Évidemment, c'est beau en théorie. Comment on applique ça en réalité? D'abord, c'est de reconnaître, est-ce que le danger est réel et il l'est perçu? Puis, encore une fois, la notion de danger, c'est subjectif au bout. Ça dépend vraiment de la définition qu'on s'en fait. On peut également mettre en place une forme de positivisme en disant, ben, c'est pas un danger, c'est une opportunité d'apprentissage. Je vous dirais d'utiliser ça avec parcimonie, à faible dose. Pourquoi? Parce que ça peut créer justement un positivisme à outrance. Je pense que j'ai juste besoin de vous dire une phrase, ça va bien aller.
Si vous n'avez pas le goût de vomir encore, pas normal, OK? C'est un peu ça pour moi l'effet que ça a. Alors, prenez ce que vous avez à prendre par rapport à ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise avec subtilité. Donc, par rapport à la notion de danger, c'est d'apprendre aussi à utiliser des termes qui sont plus nuancés. Parce qu'on a tendance à dire ça va être insurmontable, ça va être intolérable. Et ce sont des mots qui sont forts, qui sont porteurs. Or, quand on se questionne par rapport à la réalité, il n'y a pas grand-chose d'insurmontable et d'intolérable. On ne parle pas là, bien sûr de personnes qui se feraient torturer. Là. On est dans autre chose. Là. On est dans des contextes relationnels. J'ai peur qu'elle me laisse, j'ai peur d'être seul. Dans des contextes académiques, contextes professionnels, contexte au niveau aussi de la maladie. Hein. Personnellement, l'hypocondrie, c'est quelque chose avec laquelle l'être humain compose et il va souvent voir le côté dramatique, la peur de mourir, qui est souvent la peur de fond, on va dire comme ça. Et c'est plus difficile dans des contextes comme ça où il y a vraiment atteinte à la santé de la personne. Mais si on garde à l'esprit des situations plus sociales, relationnelles, eh bien, c'est clair qu'il n'y aura jamais de danger. Et là, je ne parle pas bien sûr de violence conjugale, ce genre de choses-là. Je parle vraiment plus au niveau psychologique, les peurs et l'anxiété qu'on construit à l'intérieur de nous qui nous amènent justement à vivre de la détresse. Alors, nous gagnons à utiliser des termes comme difficile, désagréable, déstabilisant, triste, décevant, pénible, désavantageux, douloureux, non souhaitable, mais comme je vous disais, jamais insurmontable et intolérable. C'est juste plus rationnel, c'est juste plus humain, c'est juste plus collé à la réalité de nommer les choses de cette façon-là. Et c'est clair que ça ne résonne pas de la même manière quand je me dis c'est franchement difficile versus c'est insurmontable. Il y a une énergie qui vient avec ça. Écoute, c'est vraiment difficile. C'est insurmontable. Il y a de quoi là qui vient avec. Il y a une énergie qui est non souhaitable et qui est bien sûr désagréable, mais qu'on s'inflige nous-mêmes par rapport à ça. Et ça, c'est important de le retenir. On se l'inflige nous-mêmes. Donc, la notion de danger, écoutez, on pourra en parler pendant 1 heure. Donc, de le voir, est-ce que c'est un danger qui est réel ou perçu? Souvent, il est perçu. On le relativise par rapport à la réalité, sans le nier, sans... on n'invalide pas notre émotion. C'est important de garder ça à l'esprit. On invalide la pensée qui génère l'émotion. Si j'échoue cet examen-là, ce sera une catastrophe. Parce que c'est ça la pensée derrière « j'ai peur d'échouer ». Bien sûr, on peut le casser. Et une fois qu'on le casse, on va dire des mots qui seront plus nuancés, plus adéquats. On va dire « si j'échoue cet examen, ce sera difficile et désagréable ». Absence de danger. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans la situation? Je pourrais faire ceci, je pourrais faire du rattrapage, je pourrais aller suivre un cours supplémentaire, avoir un tuteur, etc. Donc, j'agis sur l'impuissance. L'anxiété, elle est beaucoup moins prenante. Donc, on modifie la pensée, on n'invalide pas notre émotion. On ne dit pas que « ah, je suis con d'avoir peur de telle chose ». Non, l'émotion, elle a le droit d'exister. Je vous disais tantôt, on gagne à l'écouter, on gagne à l'accueillir, mais c'est notre dialogue interne qui parle davantage, qui parle le plus, qui va être le plus révélateur des histoires qu'on se raconte à l'intérieur de nous. Donc, parlons de ce que j'appelle la technique de la confrontation qui provient de l'approche émotivo-rationnelle. C'est une technique qui sert à désamorcer l'anxiété et j'aime bien l'apercevoir comme un entonnoir. C'est l'idée selon laquelle la peur de surface qui nous vient spontanément, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, camoufle quelque chose de beaucoup plus profond qui est peut-être pas de l'anxiété. Je m'explique. Donc, premièrement, je me pose certaines questions qui peuvent être gagnantes, comme qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Qu'est-ce que je perçois comme effrayant? Si ça arrivait, si ça se produisait effectivement dans la réalité, eh bien, quelles seraient les conséquences? On réfléchit au questionnement initial et on écoute, on reste attentif sans nécessairement donner du jus à notre fabulation, on va dire comme ça. Tout ça ouvre la voie à la question qui est la plus importante, comme je vous disais tantôt, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et quand je commence avec la peur de surface, et je me dis, bon, j'ai peur de perdre ma job. On va le qualifier comme ça. Peur
perdre emploi. Ça, c'est la peur de surface. Ensuite, je me pose la question, c'est quoi le pire qui peut arriver si je perds mon emploi? Selon vous, bien sûr, c'est un exercice très personnel. Écrivez la même chose à la maison, la peur de surface, faites l'entonnoir et allez vers la peur de fond. Donc, si je perds mon emploi, quelle est la pire chose qui peut arriver? Je vais perdre ma maison. Donc, inscrivez-le également à la maison. Donc, j'ai peur de perdre mon emploi. Si je perds mon emploi, c'est quel pire qui va arriver? Je vais perdre ma maison. Et si je perdais ma maison? Eh bien, c'est bon signe hein, quand vous avez de la difficulté à trouver qu'est-ce qui se trouve en dessous. Pourquoi? Ça veut dire que vous manquez d'imagination et vous devenez de plus en plus proche de la peur de fond. Eh bien, je vais me retrouver dans la rue. OK? Et si je me retrouvais dans la rue, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je vais mourir. Évidemment, il n'y a rien de rationnel là-dedans, il n'y a rien qui est collé à la réalité. Toutefois, c'est une bonne manière d'aller voir, ultimement, ce que je trouve qui est le plus fragilisé si je perds mon emploi, c'est mon intégrité physique, mon intégrité psychologique. Et il y aurait toutes sortes d'autres exemples qu'on pourrait mettre en place qui seraient moins drastiques. Peur qu'elle me laisse. OK, et si cette personne-là te laissait, qu'est-ce qui arriverait? Bien, je serais seul. OK. Et si tu étais seul, bien, je serais découragé. Et si tu étais découragé, je ne daterais plus. OK. Si tu daterais plus, je finirais seul. OK. Donc, on revient à la solitude. Et si tu finissais seul, je serais triste, je serais malheureux, ça serait difficile, ça serait intolérable. Mais jamais insurmontable, jamais intolérable. Jamais. Jamais on utilise ces choses-là, ce n'est pas gagnant pour nous. Alors, la peur de fond, c'est la peur de quoi? La peur de la solitude. Donc, vous voyez un peu l'idée qui nous amène à creuser plus profond. Bien sûr, je vous disais tantôt, le piège principal, c'est de se croire. Rien ne nous empêche de coller à cette technique-là d'autres stratégies qui fonctionnent bien pour nous. Comme le fait de se ramener à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'une caméra verrait? C'est pas pour rien qu'on appelle une caméra un objectif. Parce que c'est objectif et non subjectif. Ça n'a pas d'opinion sur ce que ça voit. Bref, des stratégies qui vont être combinées, qui ultimement vont mener à quoi? À une gestion de l'anxiété qui est plus efficace, moins souffrante et qui perdure moins dans le temps. Donc, moins fréquent, moins intense, moins désagréable. N'est-ce pas le but? Donc, la technique de confrontation vient vraiment nous amener à, OK, au-delà de ce que je perçois comme la peur de surface, y a-t-il quelque chose en dessous qui est plus profond? Et une fois qu'on s'est rendu compte que j'ai peur d'être rejeté, on revient à ce que je vous disais tantôt, d'accord, et si j'étais rejeté? Ça serait surmontable, je verrais ça comme la pire des affronts, je ne retrouverai jamais quelqu'un. Et là, on passe ça au filtre de la réalité. Est-ce que le fait de se faire laisser résulte nécessairement à d'autres échecs amoureux futurs? La réponse, c'est non. Il y a un travail énorme qui se produit avec la réalité parce que l'anxiété ne peut pas vivre dans la réalité. Pas compliqué. Elle survit dans le futur, dans le passé, mais dans le présent, c'est très difficile pour elle de survivre, on va dire comme ça. Maintenant, c'est à votre tour de réfléchir à une peur que vous avez qui vous hante. Donc, réfléchissez à quelque chose qui vraiment vous hante régulièrement. Quelque chose avec lequel vous composez souvent. Une peur récurrente. Réfléchissez à ça. Une fois que vous avez trouvé votre peur, eh bien, vous utilisez la méthode de l'entonnoir. Posez-vous les 4 questions, dont les 2 premières qui visent vraiment à ouvrir la conversation. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Si ça arrivait, qu'est-ce que ça impliquerait? Pour en venir à, c'est quoi le pire qui peut arriver à mes yeux? Et on y va. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Là, j'invente les stades, mais ultimement vers la peur de fond. Réfléchissez, prenez un instant pour le faire.
peur d'être en détresse, être inapte, plus jamais travailler, être rien, sombrer dans la dépression. Donc, bien sûr, c'est une histoire qui est dramatique, la mienne. Bien sûr, il y a du réel, il y a du non-réel. Si quelqu'un a peur d'être malade, ben, il a peur d'être en détresse, il a peur d'être inapte, il ne pourra plus jamais travailler, il ne sera plus rien, il ne contribuera pas à la société, il va tomber dans la dépression. Puis, si on continuait, ben, souvent, ça mène tout le temps vers la même chose, la peur de mourir. Je vous disais tantôt que l'anxiété est là pour vous protéger. C'est un système d'alarme qui vous dit attention, attention, tu ne prends pas soin de toi, ou attention, il y a quelque chose qui peut venir ébranler ton intégrité. C'est pas pour rien que la peur de fond est souvent associée à ce genre de choses-là. Et en dépendance affective, par exemple, la peur du rejet, la peur de l'abandon est très prononcée, est très forte. Ce qui fait quoi? Ben, les gens associent à tort cette impression-là à il n'y a plus rien qui va fonctionner si cette personne me laisse. C'est la déchéance, c'est l'impuissance, c'est un état franchement souffrant. Les gens peuvent même en venir à l'idée de « Hey, ben, quel est mon but sur la planète si je ne suis pas avec cette personne-là ou si je ne suis pas aimé? » Alors, évidemment, reconnaissez-vous et accueillez-vous avec bienveillance si ce sont des phrases que vous avez l'habitude de vous verbaliser. Je serai le dernier à vous dire ben, « Vous ne devriez pas penser comme ça. » Non, vous savez que ce n'est pas nécessairement gagnant ou avantageux pour vous. La première étape, c'est de vous en rendre compte et de vous voir qu'il y a quelque chose à aller chercher en dessous qui n'est pas nécessairement de la peur. C'est humain d'être triste. C'est humain de se rendre compte à la fin que, hey, ben écoute, si ça terminait, je comprends, il n'y a pas de danger, je comprends, pas de catastrophe, mais ça serait profondément difficile. Ça serait d'une tristesse infime. Et je suis bien d'accord avec vous. Mais la tristesse, c'est pas de l'anxiété. La tristesse se cache énormément derrière l'anxiété. Pourquoi? Ben, c'est la perte qu'on présume, la perte qu'on imagine, qui est reliée à cette sensation-là désagréable. Et le fait qu'on la prévoit d'avance, qu'on l'anticipe, moi j'aime bien dire que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on ressent deux fois. Hein? Elle nous amène à vivre deux fois les mêmes choses quand les situations se produisent pour vrai. Mais pour toutes les fois, elles ne se produisent pas, eh bien, c'est une souffrance qu'on s'inflige. Donc, en résumé, gardez à l'esprit que les mécanismes de défense qu'on met en place, qu'on a vu tantôt, la rationalisation, l'évitement et le refoulement, c'est réellement quelque chose qui nous empêche d'être en contact avec nos émotions. Et ça exacerbe, ça aggrave l'anxiété tant et aussi longtemps que ça nous empêche d'entrer en contact avec elle. Donc, la méthode de la confrontation, ce que ça permet, c'est ça explore nos peurs pour justement réduire l'impact que ces peurs-là peuvent avoir sur nous et de vraiment apprendre à s'apprivoiser à l'intérieur de nous, de dire, regarde, il y a quelque chose qui cloche parce qu'il y a quelque chose d'important pour moi qui est en péril. Ma relation, mon travail, mon condo, mon intégrité, mon chien, etc., etc. Donc, c'est de connecter vraiment avec la source de la peur au lieu de rester « je capote, j'ai peur ». Et bien sûr, d'être capable d'être nuancé. Un mot que j'ai utilisé souvent, nuancé, collé à la réalité le plus possible. Là, en ce moment, je vous parle dans une caméra. Rappelez-vous cette stratégie-là. Qu'est-ce qu'une caméra verrait? Si j'enlève l'émotivité de l'équation, quelle est l'interprétation que je peux me faire des choses? Gardez ça en tête. C'est clair que les situations qu'on évite sont rarement aussi dangereuses qu'on le perçoit, parce que je vous ai parlé un peu du danger et c'est quelque chose qu'on peut tuer dans l'œuf un petit peu. Mais apprenez réellement à confronter vos pensées, pas vos émotions. Parce que ça crée une invalidation sinon. Et on ne veut pas invalider les émotions qu'on ressent, on veut vraiment venir challenger notre façon de voir le monde. Et bien sûr, à le mettre en pratique, à l'appliquer, y faire face le plus que vous pouvez, accompagner en groupe, dans un atelier sur l'anxiété, avec un intervenant, bref, d'aller graduellement. Mais c'est une stratégie qui, pour moi, a bien fonctionné. Alors, est-ce que ça pourrait bien fonctionner pour vous? Pourquoi pas? Alors, peut-être à une prochaine édition. D'ici là, prenez soin de vous. On se voit à l'unité.